Les tensions sécuritaires entraînent des conséquences sur le quotidien économique des Israéliens et financier sur la bourse israélienne et les marchés internationaux. Est-on à la veille d'un crash boursier? La tension monte en Israël, la guerre est peut-être à nos portes. Alors évidemment, on s'est intéressé aujourd'hui à savoir quelles vont être les conséquences, notamment sur notre économie et bien sûr sur nos finances, bien que nous vivions normalement, plus ou moins, en attendant l'attaque. Enfin bref, on va pas vous déprimer ce matin. C'est le moment que vous attendez toute la semaine avec notre économiste Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on s'inquiète, on s'angoisse. Que se passe-t-il? Que faut-il faire surtout? Quelles vont être les conséquences de cette tension? D'abord, je voudrais parler de la première conséquence directe économique qu'il y a eu, c'est par rapport aux avions, c'est-à-dire annulation de beaucoup de vols. Maintenant, peut-être ce qui a surpris certaines personnes, sauf ceux qui nous ont écoutés il y a plusieurs semaines, c'est que même des compagnies comme Arkia qui devait effectuer des vols depuis Prague jusqu'à Tel Aviv, tout d'un coup vendredi, et c'était la veille de Shabbat, n'ont pas décollé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai expliqué, Arkia et là, les Israël, en ce moment, puisqu'ils ont beaucoup de demandes, et souvent ils font ça en été, les avions, c'est pas leur avion. Ceux qui sont dans la compagnie, le personnel du voyage, c'était pas eux, c'est des gens qui louent. Et donc, eux, dans ce cas, quand il y a une annulation et que les gens ont peur de venir en Israël, si c'est pas des Israéliens, ils vont pas venir. Donc, encore une fois, vérifiez bien quand vous prenez un avion que c'est bien, qu'il n'y a pas marqué en haut, que vous ne faites que de passer par Arkia ou une autre compagnie pour avoir en vérité quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est la première chose à dire. Deuxième chose à dire concernant les annulations. Alors, il faut savoir, d'abord qu'il y a une loi en Israël qui nous protège à nous, les consommateurs, qui dit que si jamais on a fait un achat, on peut dire finalement, je veux pas faire cet achat, si c'est pendant les 14 jours après le moment où on a fait cet achat et jusqu'à une semaine où on doit avoir cette prestation. Et dans ce cas-là, on ne perdrait que 5% du prix. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours cette possibilité d'annuler. Parce que, effectivement, on a entendu parler que les compagnies d'aviation, elles disent normalement elles devraient rembourser s'ils peuvent pas effectuer leur vol ou vous donner un autre billet, mais il arrive des fois aussi que les compagnies disent on appelle ce qu'on appelle en hébreu koach-elion. C'est quelque chose, la guerre c'est quelque chose qui est au-dessus de nous et finalement on n'est pas obligé de payer. Donc il faut prendre en considération que peut-être finalement une compagnie ne vous remboursera pas, bien que ça soit la loi générale qu'elle devrait le faire. Alors elle peut le faire ou elle peut pas le faire ou c'est à sa discrétion en fait, c'est elle qui décide. Ça dirait pas il peut arriver que vous serez obligé d'aller au tribunal pour pouvoir recevoir votre argent. Il faut savoir qu'à part donc ce fait de pouvoir se dédire, je voudrais dire quand même qu'il y a des assurances en Israël qu'on peut prendre sur plusieurs compagnies, dans la compagnie même et des fois des assurances externes qui couvrent aussi une annulation de voyage. Donc il faut la presse israélienne encourage les gens à prendre ce genre d'assurance. D'assurance en ce moment. Alors à part ce qui concerne l'aviation, est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Oui, économiques. C'est la ruche de nouveau vers les supermarchés. Alors, ça n'a pas été l'hystérie du début de la guerre, mais par exemple, ce qu'on a contesté... Les gens font des stocks. Voilà. En général, les super, enfin ce qu'on appelle les chaînes commerciales, parlent de 20% d'augmentation, surtout en fin de la semaine dernière, par rapport à vendredi normal, si vous voulez. De la farine, de l'eau, du sucre, de l'huile. Juste, vous avez presque dit et c'est normal, les produits qui ont été arrachés, ou peut-être maintenant vous trouverez des manques dans les super, plus de 150% pour l'eau, tout ce qui est conserve aussi, toujours au-dessus de 100%, et donc les papiers toilettes, des choses comme ça, c'est normal, c'est des choses qu'on n'est pas habitué, mais qu'on est habitué, pardon. Mais et par contre, ce qu'on a remarqué, c'est une baisse de fréquentation des canyonimes, ce qu'on appelle les centres commerciaux. Oui, les endroits où il y a du monde, où on est exposé, où on a envie on peut s'acheter des vêtements ou n'importe quoi, ou bien prendre un café ou un truc comme ça. Il y a eu 20% en moins, donc les gens, c'est normal, vont plus vers la nourriture que ça. Mais encore une fois, c'est une augmentation comme vous l'avez noté sur certains produits, mais c'est pas l'hystérie qu'on avait connue au début. Maintenant,
La troisième passe économique et financière. Qu'est-ce qui se passe au niveau du shekel d'abord? Le shekel avant cet événement-là, disons avant ce qui s'est passé avec Annie, etc., c'était le dollar était autour de 3,60. Il est depuis passé à 3,80. Alors, réfléchissons. Ce n'est pas l'hystérie, parce que nous avons connu un dollar à plus de 4 shekels. Bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qui est contenu. Et ce qui s'est passé également, l'euro, effectivement, a énormément augmenté. On va parler tout de suite, on va expliquer pourquoi. Il est passé à 4 shekels 20. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très important, puisqu'on était même passé en dessous des 4 shekels. C'est pas les records du début de la guerre. C'est dû à quoi? Le fait que l'euro s'est renforcé par rapport à beaucoup de monnaies, et surtout par rapport au dollar. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, depuis plusieurs jours, voire depuis la semaine dernière même, un début de krach sur les bourses financières de façon internationale. Ça a commencé, bien sûr, par la tension qu'il y a entre Israël et l'Iran. Mais il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé. Aux États-Unis, il y a eu deux mauvaises nouvelles. D'abord, ce qui poussait la bourse, comme on en a parlé très souvent ici, surtout la bourse en Amérique, les SP500, ce sont les résultats, les sociétés qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Or, chacune de ces sociétés-là a publié des très mauvais chiffres, ou en tout cas des chiffres beaucoup moins bons que les analystes financiers attendaient pour le second semestre 2024. Or déjà, comme ces sociétés étaient déjà très très surévaluées, une mauvaise nouvelle comme ça vient dire « Ouais, peut-être on s'est trompé, peut-être on a surévalué le cours de ces sociétés-là ». Et puis, les États-Unis ici également publient un indice qui était très attendu, qui est mensuel, qui est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'emploi aux États-Unis. Et pour la première fois depuis des mois, le chômage remonte un petit peu et il y a moins de demandes d'emploi. Et les gens ont commencé à se dire quoi? Ça veut dire que la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, s'est trompée lorsqu'elle a laissé les taux monter très fort depuis plusieurs années et ne pas accepter de les descendre à cause de que l'inflation est passée et descendue d'après eux. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On aura peut-être une récession aux États-Unis. Et en plus de ça, dernière chose pour mettre tous ces événements ensemble, au Japon, il y avait depuis plusieurs jours, le yen japonais était arrivé à des bas historiques très très importants. Et ça gênait la banque qui a commencé à augmenter ses taux d'intérêt. Alors, mauvaise nouvelle, pas mauvaise nouvelle, tout ça, ça fait un krach. Et surtout, que en fait, comme je l'ai dit souvent ici, la bourse peut être des fois, et ça arrive, déconnectée de l'économie réelle. Mais il y a un moment donné où ça va craquer. Et je pense, parce que c'est la question qui est $1 million que tous les économistes financiers du monde se demandent, est-ce qu'on a affaire à un petit, ce qu'on appelle l'hébreu, tikkun? C'est aussi un lâchant kabbalistique, ça veut dire un petit arrangement, petite correction, on dirait, ou bien est-ce qu'on a affaire à un krach? Et les avis sont partagés. Moi, je suis un peu pessimiste. Je pense que on est sur une tendance baissière. C'est pas grand chose qu'il y a eu maintenant. 5-10%, c'est pas énorme. Non, un krach, vraiment, c'est 20-30%, hein. Moi, je pense que ça peut arriver, puisque les raisons que nous avons données sont profondes, surtout des déconnexions entre le réel et la bourse, et la bourse. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que même, ces derniers temps, la bourse, américaine s'est un peu ressaisie, la bourse au Japon aussi. Il y a une bourse qui ne se ressaisit pas, c'est la France qui continue à baisser. Et là, c'est parce que les investisseurs en France ont compris, quand on a parlé ici, qu'il y a une situation qui est pas facile en France. Et donc, moi, je dirais que puisque les causes profondes sont là, c'est sûr que la volatilité va rester très très forte, bien sûr, ces prochains temps et cet été, mais même, je pense qu'il peut y avoir des chutes beaucoup plus importantes. Et c'est intéressant de noter qu'en Israël, on a baissé aussi comme tout le monde, mais on a moins baissé et qu'on se réussit. Parce que je crois, d'ailleurs, comme pour le shekel dollar, parce que le dollar avait baissé par rapport à l'euro, puisqu'il y avait cette crainte, c'est pas seulement cette crainte, c'est cette possibilité que maintenant la Fed va beaucoup baisser ses taux, alors ça renforce l'euro automatiquement. Mais
si je remarque quand même que le shekel n'est pas tombé, comme je l'ai dit, au début de son de ce qu'il y avait au début de la guerre, et qu'au niveau également de la bourse, comme j'ai dit, c'est pas l'hystérie. Donc en fait, comme pour les achats d'ailleurs, je dirais que le scénario pour l'instant qui est envisagé, peut-être il se trompe, faut être prudent, par les marchés financiers en Israël et par les marchés de devises, c'est qu'il y a une tension énorme, comme vous avez parlé, mais pas la guerre régionale. On va voir s'ils ont raison, on espère. Alors, ils ne misent pas sur la guerre régionale, tant mieux. On espère qu'ils ont, moi je vais dire j'espère qu'ils ont raison. On verra bien, il va falloir attendre encore un peu. Alors, une autre question intéressante concernant les Israéliens, Daniel. Apparemment, pour ceux qui ont de l'argent, en tout cas, leur compte courant reste bien rempli. Ils n'investissent pas, ils gardent l'argent sur le compte. Oui, tout à fait. C'est une société qui s'appelle FAIR, qui est une société de finance technologique, qui a fait un sondage parmi 500 personnes pour comprendre pourquoi il y a 500 milliards de shekels, on dit un demi-trillion, qui sont sur les comptes courants des Israéliens et qui ne rapportent rien ou un petit peu seulement. C'est important, c'est comme je dis, plus de 60% des comptes des gens qui ont été là interrogés par cette étude-là, qui l'ont déclaré. Alors, il faut comprendre pourquoi. Alors que nous avons sans arrêt parlé, et nous le disons d'ailleurs, même dans cette période où il y a des cracks, où il y a des volatilités, nos caspiot chikliot continuent leur bonne tenue. On dit le chemin normal. Ils augmentent tous les jours, de 0,02 à 0,03, toujours quand on parle, 4,5%. C'est pas mal. Avec quelque chose qui est liquide et qui n'a aucune volatilité, c'est formidable. Mm-hmm. Et donc, ils se sont posé la question, mais puisqu'on a maintenant ce genre de produit qui existe sur le marché, pourquoi les gens n'y vont pas? Alors, ils ont interrogé ces gens-là. Alors, 50%, ils ignorent les Caspiot-Chikliot parce qu'ils n'écoutent pas ma chronique, et aussi notre chronique, et aussi parce que ils lisent pas la presse financière israélienne. C'est dommage. Une grande partie d'entre eux aussi disent qu'ils le font par paresse. Que ils n'ont pas envie de s'intéresser à ça, ou bien c'est pas assez intéressant pour que je puisse placer mon argent, puisque eux ils croient qu'ils auront 1 ou 2%, mais s'ils savaient c'est 4,5%, ils réfléchissent finalement j'ai 100 000 shekels sur mon compte que je fais rien du tout et qui peut avoir à la fin de l'année 4 000 shekels, ouais, alors ils le feraient quand même. Alors, mais en sachant qu'il y a une liquidité quotidienne, donc ça c'est important de le préciser que c'est. Alors, ce qui est intéressant, juste pour terminer cette étude, ils ont quand même demandé à des banquiers ce qu'ils en pensent, à part les sondeurs. Et ils ont dit il y a deux choses, il faut que vous compreniez que on aime quand quelqu'un a un compte courant de l'argent, même en liquide, qui n'est pas dans Caspit, ça lui donne de l'assurance, ça lui donne de la force. Psychologiquement, c'est très agréable. Il se sent bien. Et surtout, l'inversement, ils supportent pas l'Israélien, ils ont raison d'ailleurs, d'être en minus, parce qu'ils savent que ça leur coûte très cher. Alors ils se disent, c'est pas peine que je commençais à mettre un peu d'argent, je vais avoir 4%, si après en minus, je vais me payer du 20%. C'est vrai, mais c'est faux, c'est vrai. C'est un raisonnement qui est logique si on suit pas. Mais quelqu'un, il a qu'à suivre son compte et regarder s'il n'a pas de problème. Dans ce moment-là, il peut faire des casse-pieds chiquiers. Bon, on sait bien que de toute façon, ces périodes un peu troublées, tout ça, le rapport à l'argent est extrêmement psychologique. Donc bon, on va laisser un peu chacun faire comme il le ressent. Voilà, si ça lui donne un peu le moral, on peut comprendre que les gens agissent comme ça. Et on termine aujourd'hui cette chronique, Daniel, avec les avantages pour les Olim qui veulent, les nouveaux immigrants. Olim, c'est on va dire une petite expression que nous utilisons souvent, mais qui n'est pas française. Donc, les nouveaux immigrants qui veulent acheter des appartements vont avoir des avantages fiscaux. De quoi s'agit-il exactement? Oui, je voudrais dire que j'ai assisté cette semaine à un Zoom organisé par le ministère de l'Intégration, où Kalita de droit est invité à ça. Et il y avait là-bas des sujets économiques, dont celui que vous avez maintenant mentionné concernant l'achat des appartements. Je voudrais juste dire qu'au début de son Zoom, le PDG de ce gouvernement du ministère de l'Intégration a dit que cette année, depuis janvier 2024 jusqu'à fin juillet, on avait 20 000 nouveaux immigrants de tout, pas de France, on parle de tout le monde, c'est quand même assez important. Et ça, eux, ils parlent de 40 000 nouveaux immigrants pour cette année. Comme Kalita, nous sommes une radio de Olim, donc je voulais dire que c'est un chiffre qu'il était content de citer. Maintenant, justement, pour encourager cette alia, le ministère de l'Intégration a poussé le gouvernement et la commission des finances à faire une rectification au niveau des achats de l'appartement. On sait que c'est un des sujets
très important pour les Olim de France, ou pour nous en tout cas, je suppose pour tous les pays, de savoir comment ils vont se lever s'ils veulent acheter un appartement. Et il y avait jusqu'à maintenant des avantages également pour ceux qui étaient nouveaux immigrants, mais pour donner une précision, par exemple, l'Israélien, en tant qu'Israélien, s'il achetait un appartement maintenant jusqu'à peu près 2 millions de shekels, il ne payait pas du tout de ce qu'on appelle la taxe de l'achat d'appartement. Qui s'appelle en hébreu Mas Rechicha. Et pour les Olim, depuis le premier shekel, ils devaient payer 0,5%. Donc, il y avait une distorsion à ce moment-là. Il y avait des avantages parce que un Oli aurait pu, sur plusieurs appartements, avoir certaines exonérations, ce qui n'était pas le cas de l'Israélien normal. Mais malgré ça, ils ont préféré aller vers une égalisation du statut du Olé face au statut israélien. Alors, qu'est-ce qu'il a été décidé? Que jusqu'à peu près 2 millions de shekels, également, le Olé, maintenant, à partir du 15 août, s'il choisit ce circuit-là, il pourra ne payer que 0,5%. Maintenant, oui, c'est-à-dire, pardon, 0% jusqu'à 2 millions. C'est gratuit, pas de masse jusqu'à 2 millions de shekels. Bon, si l'appartement coûte 4 millions. Alors, maintenant, entre 2 et 6 millions de shekels, c'est 0,5%. Donc, ce qui est mieux que l'Israélien, puisque l'Israélien paye à ce niveau-là plus de 3%. Eux, jusqu'à 6 millions de shekels, ils payeront que 0,5% au lieu des 3, un peu plus de 3 pour les Israéliens. Donc ça, c'est un avantage qu'il aurait donné. Et entre 6 et 20 millions, ça revient comme s'il était israélien. Et celui qui achète un appartement plus de 20 millions de shekels, la commission des finances a dit, il n'a pas besoin de nous, et donc nous ne donnons pas de donc là, ils paieront combien? Entre 6 et 20 millions, ils paieront combien? Comme il y a des 5%, ça dépend. Comme l'Israélien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la presse israélienne a été assez mécontente de ce qui a été fait, parce qu'ils ont dit 6 millions de shekels, c'est quand même ce qu'on appelle dirot yukra en Israël, c'est-à-dire quand même des très bons appartements. Pourquoi donner des avantages comme ça aux Olim? Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a une montée de l'antisémitisme et qu'on voit que les Olim ne profitent pas assez des avantages. Je pense qu'on a voulu faire ça. Donc ça, c'est au niveau des appartements. Maintenant, il y a eu un deuxième sujet qui a été lancé, qui a été aussi dit très important, qui a été aussi c'est la dit par le gouvernement. Révolution, on va dire. Et c'est pour voilà, exactement. Au niveau des diplômes, ça a été une décision qui a été dans la presse israélienne dit au niveau du gouvernement aussi, ce qui a fait la une cette semaine, que jusqu'à maintenant, combien de Olim nous le savent, quelqu'un qui peut dire qui est infirmier, par exemple, qui était infirmière et qui a travaillé en France, ne pouvait pas automatiquement le faire. Et oui, parce qu'il y a des professions réglementées en Israël, et si vous n'avez pas une licence d'exercer un permis de travail, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Et pour avoir un permis de travail, il faut faire une longue procédure parfois, des équivalences, des examens. Ça peut prendre entre 1 et 2 ans. C'est extrêmement long. Et pour les nouveaux immigrants qui arrivent et qui ont besoin de travail, qui ne sont pas au courant, c'est un grand frein à l'ALIA. On peut comprendre. Et là, ils ont décidé de tout changer. On va voir si ça va marcher vraiment. Mais pour l'instant, c'est un effet d'annonce, mais on espère que ça va être vraiment traduit dans la réalité. Que vont-ils faire, Daniel? Oui, à ce propos, il faut souligner l'œuvre, ce que fait Esther Blum chez nous, qui, dans beaucoup de métiers, a réussi déjà au niveau de la Knesset à obtenir des équivalences. Et donc, Kalita fait énormément à ce sujet-là, pour les Olim de France. Maintenant, pour revenir, comme vous le dites, ils ont 2 directions à ce sujet-là. D'abord, ils vont essayer justement de faire en sorte que la plupart qu'il y aurait une équivalence automatique de la plupart des métiers qui sont faits à l'étranger. Bien entendu, ça dépendra aussi du pays d'où on vient, ça dépendra aussi également de la personne qui a exercé, etc. Ouais, ça, c'est ils vont faire des autorisations, on va dire, temporaires d'exercer. Donc, et deuxième chose, à parler de faciliter des équivalences, mais comme vous avez dit, ça dépendra de chaque ministère, et ça, ils savent qu'ils sont devant une guerre assez dure, mais bien que le Premier ministre Netanyahu a demandé à ce que chaque ministère donne du sien là-dessus. Une deuxième chose qui est très très importante, c'est le provisoire de pouvoir permettre, en hébreu ça s'appellera Rishayon Zmani, qui peut durer de 1 an et demi à 3 ans, ça dépend des pays encore une fois, et des métiers, sans avoir besoin de cette équivalence pour commencer à travailler. Pour leur permettre de les obtenir, et tout en travaillant, ce qui semble extrêmement logique et qu'il faut ouvrir. Si tout ça est vérifié, attention, parce que pour l'instant, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans quelques mois, mais si tout ça est vérifié, ça va grandement faciliter la vie des nouveaux immigrants, et c'est quelque chose que tout le monde appelait de ses voeux, notamment à Kalita. On est vraiment très content
longtemps en espérant que ça fonctionne comme il se doit. Merci Daniel pour toutes ces nouvelles. Merci. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Très bien.